Bonjour à tous. Donc on va essayer de définir un petit peu la conduite à tenir chez le sportif lorsqu'une nanocorps est mis en évidence, notamment est-ce qu'il faut restreindre l'activité physique et que penser de la chirurgie. Donc tout d'abord, voici mes liens d'intérêt, on va commencer par un petit cas clinique. C'est un jeune de 17 ans qui fait une mort subite récupérée, fibrillation ventriculaire lors d'un match de foot. Il est choqué, VG 15%, il est envoyé sur une table de choro parce qu'il a un ECG qui laisse penser à un problème coronarien. Et donc la choro montre quoi? Donc on a une coronaire droite qui est bien perméable avec une collatéralité hétérocoronaire et sur une injection aortique, on a du mal à distinguer le tronc gauche. Donc la prise en charge, donc le diagnostic d'occlusion du tronc gauche est retenu et il est transféré dans un centre chirurgical. Donc la mise en branle, on lui fait un triple pontage orthocoronarien, un pontage amig et troisième diagonale, saphène IVA, saphène marginal, déclampage, VG sidéré, pas de contraction, mise en place d'une assistance gauche. Le patient ne sort toujours pas du bloc car trop instable, mise en place d'une assistance droite et il est transféré à la Timone dans notre centre pour décision et inscription sur liste de greffe cardiaque. Donc on refait l'examen, donc vous voyez il a une double assistance de type Thoratec, donc on refait une orthographie simplex et on arrive peu ou prou à voir quelque chose. Et en fait, la coronographie sélective met en évidence un tronc gauche qui est bien perméable, qui est excessivement long, et un pontage amig troisième diagonale qui est perméable, les pontages saphènes sont occlus. Donc à partir de là, la coronaire gauche est suspectée d'avoir une anomalie congénitale. Il est suspecté une coronaire gauche implantée dans le sinus droit avec un trajet interartico-pulmonaire. Les pontages, comme on l'a vu, sont occlus. Seul le pontage mammaire est perméable. Donc progressivement, vu qu'on a cette suspicion-là, on laisse un petit peu le temps faire son œuvre, le patient récupère, il est sevré de son assistance circulatoire à la 3e semaine, sans séquelles neurologiques ni d'insuffisance rénale au cours de l'évolution. Et on a un scanner de bonne qualité à la fin de tout cela qui permet de mettre en évidence cette anomalie coronaire avec une coronaire gauche qui naît du sinus droit et un trajet interartico-pulmonaire. Donc on voit un aspect un peu particulier qui a été évoqué sur la précédente présentation, où on a cette coronaire gauche qui est très ovale et on a un aspect de sténose, et ça c'est très évocateur d'un trajet intramural. On pratique une IRM cardiaque et qu'est-ce qu'on voit sur cette IRM cardiaque? C'est qu'il y a déjà la fibrose myocardique pour lequel les radiologues ne peuvent pas nous dire si c'est quelque chose qui est très récent sur l'arrêt cardiaque ou si c'est quelque chose d'antérieur. Donc l'évolution de ce jeune patient, c'est fait par du repos. Il est resté hospitalisé pas mal de temps parce qu'en plus de l'assistance circulatoire, il s'est compliqué une médiastinite, des abcès pulmonaires. L'échographie cardiaque a montré une récupération ad integrum. Il a été scopé pendant toute cette période-là. La TVNS a été mise en évidence lors du suivi. On a mis en place un traitement par bêta-bloquant qu'on a majoré et tout au long de cette période d'observation, il a présenté des extrasystoles ventriculaires notamment et atriales. Et au 3e mois, il a pu avoir une réimplantation de la coronaire gauche dans le sinus gauche. Bon, même ça, si c'est un petit peu hors propos, c'est une coupe d'échographie qui permet de dépister les anomalies coronaires, et c'est l'échographie, en l'occurrence, de ce patient-là, quand c'est entre le moment où il a récupéré et le moment où il a été opéré de sa chirurgie. Donc, on voit très bien sur une coupe petit axe juste au-dessus de la valve aortique, qu'il y a ce flux bleu là, qui est totalement anormal, et quand on baisse les vitesses, on voit un aliasing apparaître, et ça, c'est grandement évocateur pour les cardiologues qui font l'échographie d'une anomalie coronaire et d'un trajet interaortico-pulmonaire. Donc, à travers le cas de ce patient, on voit que l'anocorps, c'est quelque chose qui peut être potentiellement très grave, et on a une histoire clinique qui est plutôt favorable pour ce patient-là, mais quand on cherche un petit peu à aller plus loin, le but, ça va être d'anticiper ces situations-là, et le rationnel qui va nous conduire, ça va être une stratification du risque de mort subite et notamment la mise en évidence de l'ischémie, parce que c'est le mécanisme qui va donner les arythmies et la mort subite. Donc les mécanismes ischémiques qu'on a en droit d'évoquer chez ces patients porteurs d'anomalies coronaires congénitales. Est-ce que c'est une occlusion ostiale? Est-ce que c'est une compression interartico-pulmonaire? Est-ce que c'est un vasospasme ou une thrombose? Et donc c'est tout un tas, une physiologie pour ce type de circulation coronaire qu'il va falloir essayer de mettre en exergue. Donc, pour s'aider un petit peu de la stratification de ce risque, je vous renverrai vers la recommandation des cardiopathies congénitales de l'adulte AHA 2018, que je trouve un petit peu mieux faite que celle de l'ESC.
Et tout ce qui va découler de là vient de ces recommandations. Donc, quand on regarde un petit peu comment est-ce qu'on peut stratifier le risque, on va se retourner vers la littérature et les séries autopsiques notamment. Donc ça, les 2 premières séries sont des patients, les militaires américains, et on a regardé lesquels faisaient des morts subites, et on a pu mettre en évidence, ce qui a été évoqué tout à l'heure, c'est que la mort subite avec une anomalie coronaire était plus fréquente chez les patients de moins de 35 ans. En valeur absolue, ça représente quelque chose de faible. Dans cette même série, sur 126 patients, ils ont mis en évidence que 86% des décès étaient en rapport avec l'exercice, et de ces 86%, plus de la moitié étaient en rapport avec une cause cardiaque, et la majorité présentait des anomalies coronaires congénitales, et notamment une coronaire gauche qui naissait du sinus droit. C'était la cause principale de mort subite chez ces patients-là. Ensuite, il y a cette étude de Basso publiée en 2000 qui a mis en évidence que la mort subite chez ces patients porteurs d'anomalies coronaires congénitales était en rapport avec l'exercice ou précocement après l'exercice. Et on détaillera un petit peu plus cette étude plus tard qui est intéressante pour la mise en évidence de l'ischémie. Ensuite, on a des séries chirurgicales à notre disposition. Et donc cette série, elle a publié en 2011 sur 27 patients. Il montre que l'anomalie principale coronaire congénitale mise en évidence en termes de valeur absolue de pourcentage, c'est la coronaire droite qui naissait du sinus gauche. Et que chez ces patients-là, il y en avait 7 sur 12 qui présentaient un orifice coronaire en fente, et la majorité était pour des anomalies coronaires avec une coronaire droite qui naissait du sinus gauche. Et cette série chirurgicale s'affairait à étudier le résultat de l'unroofing sur les résultats, en termes d'efficacité chirurgicale. Ensuite, cette deuxième série de 2011 met en évidence quoi ? Que la longueur du trajet intramural serait corrélée à la présence de symptômes avant un événement. Et là, encore une fois, il y a plus de patients avec une anomalie coronaire droite qu'une anomalie coronaire gauche. Ensuite, on a des séries d'imagerie où là, en fait, c'est que des anomalies de coronaire droite qui naissent du sinus gauche. Et là aussi, mettent en évidence que les angines de poitrine longueur et les événements cardiovasculaires majeurs sont corrélés avec la longueur du trajet interartériel. Et après, ils ont colligé dans ces recommandations la façon dont étaient managées ces anomalies coronaires. Et on se rend compte qu'en fait, que les anomalies coronaires sont managées de façon très hétérogène en fonction des équipes. Donc, il y a cette série en 2015 qui portait uniquement sur des coronaires droites naissant du sinus gauche, où ils racontaient que les coronaires droites avaient tout un segment intramural. C'est ce qu'a dit Pierre précédemment, où c'est majoritairement retrouvé dans cette anomalie-là. Et dans la moitié des cas, ils ont fait une angioplastie percutanée avec mise en place d'un stent. Ensuite, il y a eu ce questionnaire qui a été adressé aux chirurgiens congénitaux, où là aussi on se rend compte que le management est très hétérogène entre la chirurgie et la surveillance médicale, mais ce qu'il en ressort, c'est que quand même sur les patients qui ont été surveillés médicalement, il y en a 6 qui sont décédés en dehors d'une chirurgie. Et ensuite, ce dernier papier de 2014, où en fait ils mettent en exergue que la majorité des patients qui ont une anomalie coronaire gauche avec naissance de la coronaire gauche du sinus droit ces patients-là, dès qu'ils avaient cette anomalie-là, étaient pris en charge de façon chirurgicale. Donc, grossièrement, on va essayer de résumer quels sont les facteurs qui peuvent nous dire que cette anomalie congénitale est à risque et pour laquelle il va falloir jouer sur l'activité physique et à la fois sur une chirurgie très probable. Donc on a l'anatomie de l'ostium coronarien et le trajet proximal. Lorsqu'on a un orifice en fente, c'est ce qui est représenté ici sur la diapositive, lorsqu'on a un angle de départ aigu, un trajet intramural ou interartériel, une hypoplasie de la coronaire proximale, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, ces anomalies sont corrélées à des symptômes préalables à l'événement, à une ischémie et à la mort subite, et notamment lors de l'effort avec l'augmentation du travail cardiaque, de la tension pariétale.
Donc l'exercice est vraiment quelque chose qui est mis en cause dans les morts subites chez ces patients-là. Ensuite, il y a l'anomalie, enfin le trajet, hein, et ce qu'il en ressort, c'est que les coronaires gauches qui naissent du sinus droit sont beaucoup plus impliqués que les coronaires droites qui naissent du sinus gauche en termes de mort subite. Après, il est important de caractériser l'anatomie de ces patients-là, parce que vous pouvez avoir un orifice commun à la coronaire droite, à la coronaire gauche. Vous pouvez avoir deux orifices, vous pouvez avoir un trajet intramural, et tout cela, c'est des facteurs à prendre en compte, notamment lorsqu'on va se poser la question d'une chirurgie, et il faut bien entendu discuter avec le chirurgien. Ensuite, il y a l'ischémie myocardique. Je ne sais pas si vous avez retenu, mais sur notre patient, l'observation initiale, il y avait déjà de la fibrose sur l'IRM qui avait été fait. Et en fait, sur ces séries autopsiques, on voit que la fibrose est plus fréquente chez les patients qui ont une coronaire gauche qui est implantée dans le sinus droit. Les séries chirurgicales, elles nous apportent des informations sur les symptômes. Et en fait, la majorité des patients qui sont opérés ont des événements ischémiques ou des infarctus carrément avant la chirurgie. Et même si le patient est opéré, il peut persister une ischémie en post-opératoire, d'où l'intérêt d'un suivi au long cours. Les symptômes, palpitations, syncopes, douleurs sont parfois présents avant une mort subite et particulièrement sur les anomalies d'implantation de la coronaire gauche dans le sinus droit. Et l'exercice est vraiment un facteur déclenchant de la mort subite. En pratique, donc, quand on a un patient avec une anomalie coronaire, il va falloir s'attacher à l'explorer. Il va falloir faire une exploration anatomique à la fois avec une coronographie et le scanner qui vont nous aider un petit peu à préciser tout ça. L'IRM peut nous apporter des renseignements sur la fibrose myocardique. Et ensuite, il parle d'évaluation physiologique. En termes d'évaluation physiologique, c'est surtout qu'est-ce qui se passe à l'effort. Donc, une des premières études que je vous avais montées, celle de Basso, là, en 2000, c'est 27 athlètes qui ont fait une mort subite. Pour 12 de ces 27, on a une histoire clinique. 10 avaient des symptômes, 2 sans symptômes. Sur ces 12-là, 9 ECG de repos qui sont tous normaux, 6 exercices qui sont maximaux, enfin 6 tests d'effort maximaux, sans anomalie à l'électrocardiogramme et à l'épreuve d'effort. Donc ça veut dire que l'épreuve d'effort n'a aucune valeur prédictive négative. Il y a quelques séries qui parlent de l'écho de stress et de la scintigraphie qui seraient un petit peu plus sensibles, mais ce n'est pas formellement démontré. Donc en pratique, qu'est-ce qu'on peut retenir pour la prise en charge, notamment chirurgicale, chez ces patients-là? Quand on va mettre en évidence une anomalie coronaire, une coronaire gauche qui naît du sinus droit, la présence d'ischémie ou de symptômes lors d'un test ou lors d'efforts tout simplement, si une intervention chirurgicale de classe 1. Alors là, l'intervention qu'il préconise, c'est un non-roofing de l'artère coronaire, mais après c'est vraiment à discuter au cas par cas parce que parfois on fait des réimplantations directes qui ont un meilleur résultat. L'absence de symptômes pour une coronaire gauche et une chirurgie, c'est la classe 2A. Donc ça veut dire que grossièrement, si on a une coronaire gauche qui naît du sinus droit, il faut l'opérer. Une coronaire droite qui naît du sinus gauche chez un patient symptomatique, c'est une chirurgie, c'est de la classe 1. Si il est asymptomatique, qu'il y a de l'arythmie, classe 2A. Et ensuite, s'il est asymptomatique sans arythmie, soit on peut surveiller, soit on peut intervenir. Ça, je pense qu'il faut discuter avec la facilité chirurgicale, l'anatomie et avec le chirurgien cardiaque. Donc, en conclusion, on a vu que la stratification du risque de mort subite est assez complexe et nécessite des explorations multiples. Vous pouvez avoir des patients qui font des morts subites, alors là, il n'y a pas de problème, il faut faire quelque chose. Mais chez des patients qui sont asymptomatiques, c'est parfois compliqué, notamment dans les coronaires droites qui naissent du sinus gauche. Les coronaires gauches qui naissent du sinus droit, ça pose très peu de problèmes. Grossièrement, on en voit une, il faut l'opérer. La restriction de l'exercice, je pense qu'elle est de mise, mais après, les sportifs sont drogués au sport et c'est parfois très compliqué de leur faire arrêter le sport, comme on l'a vu dans l'observation précédente de Pierre. Les bêta-bloquants peuvent servir notamment s'il y a de la fibrose et des troubles d'urine mis en évidence. Et la surveillance de ces patients-là doit être continue, même s'ils sont opérés, parce qu'il reste de l'ischémie résiduelle et ils peuvent faire des événements après une chirurgie. Je vous remercie de votre attention et je ne vous ai pas parlé particulièrement des fistules coronaires et des alcapas, sinon le topo aurait duré beaucoup plus longtemps.
J'ai une question à te poser. Le jeune homme là, dont tu as présenté l'histoire, qui s'est finalement bien terminée. Oui, finalement. Oui. Est-ce qu'il avait eu des symptômes avant ou c'était son premier symptôme? Oui, il avait un petit peu des trucs avant. Ouais. Et ça, moi, j'ai l'impression que c'est un message extrêmement important. Nous, quand on voit les jeunes là, qui ont des symptômes bizarres, qui peuvent ressembler à l'angor, sauf que ce n'est pas le terrain, des jeunes adultes, etc., quand il y a des symptômes, dans notre démarche diagnostique, il faut aller rechercher l'épreuve d'effort, il faut la faire, mais souvent elle est négative, c'est un très mauvais test. Et elle est faussement rassurante, et c'est ce qui est arrivé à une dame qui a fibrillé sur un semi-marathon à Paris, là, dans l'étude RES qu'on avait menée au GRCI avec Pierre. Elle avait passé des épreuves d'effort parce qu'elle avait une symptomatologie, et elles étaient négatives. Elle a fibrillé, et je pense qu'il faut, chez ces gens-là, aller... Il y a une douleur, on regarde à l'écho si les coronaires sont en place ou pas en place, et si on ne les a pas vus à l'écho, il faut aller jusqu'au scanner dans cette situation clinique qu'on rencontre en consultation. Et juste une remarque par rapport à ça, c'est que en fait, il est admis dans la tête des gens qu'un sujet jeune qui va faire des symptômes à l'effort, il va plutôt présenter une canalopathie ou une cardiomyopathie. Donc, en fait, moi, de ce que je me suis rendu compte, c'est qu'ils avaient très souvent eu une IRM cardiaque, mais pas de scanner. C'est tout à fait vrai. Et en tout cas, symptômes chez les jeunes, un symptôme, tant que les jeunes n'ont pas de symptômes, on peut discuter du dépistage, là, du certificat, etc. Et ça, c'est compliqué tant que les gens n'ont pas de symptômes. Mais quand ils ont un symptôme, il faut aller jusqu'au bout. C'est un peu ça. Et dans les clubs, ça doit être dit, quoi. Quelqu'un qui a fait un malaise sur le terrain, ben, il faut qu'il ait un bilan, quoi. Franck, prenez peut-être le micro. C'est ça. C'est pour que ça soit enregistré. Juste, Philippe, pour le cas clinique, peut-être préciser, c'est exceptionnel, hein, ce que tu as présenté, le premier cas. Ah oui, c'est exceptionnel, mais c'est rarement des présentations, en fait, opéré comme ça. Opéré sans coronarographie, j'ai jamais vu ça. Hein. Non, mais il a une coro. Il est opéré, mais il a une coronarographie sans injection. Il y a une angiographie. Chaud, quand même. Oui, c'est exceptionnel, en fait, ces présentations-là. Et, Moi, je vous présente les données. Vas-y, Franck. Voilà. Donc, moi, j'insiste sur cette coronaire droite hypoplasique, pas hypoplasique, l'artérielle, une coronaire droite hypoplasique, qui est ectopique, anomalie de naissance d'une coronaire droite hypoplasique. Est-ce que tu peux remettre les deux diapos avant? Donc, on va regarder tes conclusions. Avant, continue, excuse-moi, encore, jusqu'à la fin, les deux dernières avant la fin. Ah, les deux dernières avant la fin. Les recommandations, c'est ça? Dans les recommandations, donc tu me dis que l'épreuve d'effort ne sert à rien, d'accord? Et bien tu t'en sers pour la coronaire droite. Montre-moi. C'est ça qui est compliqué dans Oui, c'est très compliqué. Donc moi, je sors de là déjà, j'arrive avec des incertitudes, je ressors avec des incertitudes. C'est bien. Encore pire. C'est ce qu'il faut. Comme tu as été mon externe, je suis très inquiet pour ta carrière. Voilà. Voilà. Tu te rends compte que sur la coronaire droite, tu me dis l'épreuve d'effort ne sert à rien, et si jamais il a une épreuve d'effort positive sur une coronaire droite, je l'envoie à l'intervention. C'est une balance de bénéfices et de risques. Ouais, enfin, bon. Quand on fait opérer un patient, on prend un risque. Il faut savoir pourquoi on le fait opérer. Non, mais il faut. Et Pierre, c'est l'intérêt, Franck, c'est l'intérêt justement des réunions multidisciplinaires. Chacun va donner son avis. Je veux dire, pour les coronaires, c'est la même chose. Je veux dire, c'est pas parce qu'un patient est pontable qu'il va être ponté. Non, mais je plaisante, Philippe, bien sûr. Je t'envoie régulièrement les malades, je prends régulièrement ton avis. Je pense que par contre, ce qui est important, c'est de pouvoir avoir toutes les données chez un patient, l'analyse du scanner et peut-être envoyer notre chirurgien. Vu ma position, je suis souvent ce qu'on appelle, entre guillemets, le dernier recours. C'est-à-dire ils s'attendent à ce que j'ai la parole infuse. Et souvent, je n'ose pas leur dire, je ne sais pas quoi faire. Donc je les envoie un peu au chirurgien. J'essaye de comprendre comment raisonne le chirurgien. Bon, parfois, vous voyez, je suis un peu perturbé. Mais je vois que tout le monde est perturbé. Donc, mais ça ne résonne pas trop, les chirurgiens. Sinon, il y a quelque chose que tu peux proposer éventuellement pour ces coronaires droites que tu estimes de petit calibre, le chirurgien n'est pas très chaud. Chez l'adulte, j'entends, il y a quand même une alternative aujourd'hui, c'est l'angioplastie pour les coronaires droites. Non, mais il n'a pas de sténose. Ah, il n'y a pas de sténose? Non, il n'a pas de sténose. Il est normal, hypoplasique. Que faire?
Et Je te rappelle que je t'en ai envoyé 4 ou 5 comme ça. Il y en a même un qui est monté chez toi pour avoir un avis. Et parmi les coronaires droites que vous recevez, qui ont été découvertes, pas devant des symptômes, mais de façon systématique, c'est ça le gros problème, et d'ailleurs ça va déboucher sur notre topo d'ensuite, quel est le chiffre qui part vers la chirurgie, donc non symptomatique, je pense que vous mettez surtout sur des critères anatomiques que tu nous as décrits, et quel est le pourcentage qui part en traitement, surveillance, quoi, c'est pas de traitement à vrai dire, et chirurgie. C'est quoi le pourcentage pour les... Je parle des droites, hein, je parle pas des gauches, puisque pour les gauches, c'est plus simple. Sur une centaine de dossiers, alors nous on voit essentiellement des adultes. Hein, il n'y a pas d'enfants, il y a quelques adolescents entre 16 et 18 ans. Hein, on est d'accord, hein, ce n'est pas des enfants. Les adultes, nous, c'est à peu près 5 revascularisations proposées. La grande majorité aujourd'hui, c'est de l'angioplastie. Donc on les propose plus aux chirurgiens pour les coronaires droites. Mais 5 sur combien? Sur 100. Ah oui. C'est pas beaucoup. Sur 100 coronaires droites, à peu près, ouais. Il n'y en a que 5 que vous avez revascularisés. D'accord, merci. Non, à qui on propose. Après, les gens décident. Oui, mais c'est vrai qu'en cardiologie du sport, on voit le problème auquel, personnellement, je suis souvent confronté. On examine des jeunes de centres de formation ou de pôle espoir, enfin, ça s'appelle plus comme ça, et sont des jeunes qui se destinent à une activité où ils vont être constamment exposés à des exercices intenses. Et c'est ça la vraie vie, je crois, en cardio du sport. Et un des messages par rapport à vos deux belles présentations, merci encore, c'est que nos imageurs, ils ne doivent pas dire il y a un trajet qui ne nous plaît pas, il est interartériel. Ils doivent être beaucoup plus descriptifs sur tous les critères que vous avez, les descriptions que vous avez abordées. Et je vous remercie. Effectivement, c'est ces coronaires droites, en fait, dépistés de façon fortuite, parfois, qui nous posent le plus de problèmes. Alors, je pense à vous également. Philippe, tu peux redire, parce que quand tu as mis, pour le sport, parce qu'il y a les sports de haute intensité, il y a les sports d'intensité moyenne, est-ce qu'on ne peut pas adapter un peu pour ces gens-là en fonction de ce qu'ils veulent faire? Après, c'est des situations, on va dire, où, moi, ce que je fais, c'est que je contre-indique toute pratique de sport où il y a une nécessité de licence, et je préconise plutôt du sport, mais vraiment de loisir, quoi. On voit que nous, on a eu des enfants, on a eu un cas, une enfant qui a fait une mort subite de repos sur un orifice coronaire enfante. Donc après, à partir de là, est-ce qu'il ne faut pas un principe de précaution important pour justement limiter la survenue de ces événements, parce que ces événements, ils peuvent survenir pour des efforts qui sont même minimes. Après, ça dépend bien entendu du type d'anomalie coronaire. Si on a une anomalie coronaire, on va dire une droite hypoplasique, sans sténose, sans trajet intramural, si on peut permettre une pratique de sport, mais après pas de sport de compétition. Et puis moi je vois aussi des enfants ou des jeunes adultes qui veulent orienter vers une carrière à soit des métiers très physiques ou soit une profession avec du sport dedans, où je dis non, quoi. Juste pour information, on a évolué. Nous, ça fait une quinzaine d'années qu'on voit ce genre de dossier. On était très restrictifs, effectivement, parce qu'on se collait aux recommandations. Vous savez peut-être que les recommandations nord-américaines sont plus permissives que les européennes. C'est-à-dire qu'une coronaire droite asymptomatique, sans ischémie documentée, ils sont autorisés à faire des sports, y compris en compétition et de haut niveau, bien entendu après information du patient, de l'entourage, dans l'environnement sportif, etc. Avec les recommandations européennes, effectivement, on n'est plus, entre guillemets, gêné. Je comprends qu'on peut être en difficulté pour délivrer un certificat mais nous, on est de plus en plus... Alors, on n'est pas très large, mais je veux dire, on a vraiment changé notre attitude et on est beaucoup moins restrictif pour ces jeunes patients-là. Parce qu'un jeune de 12 ans, espoir, sa passion, c'est le tennis. Il n'a jamais eu aucun symptôme. On découvre ça de façon fortuite, je pense, au cours d'une échographie. C'est dur de lui arrêter tout. Bon, on va enchaîner avec le prochain topo de Nicolas.